journal, Guékédou, c'est en région forestière, bénéficie de plusieurs kilomètres de bitume. Sur le terrain, les travaux avancent à la satisfaction des populations. Santé, la kinésithérapie ou la rééducation des personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux, un métier peu connu à découvrir dans ce journal. Les sites et monuments historiques restaurés du côté de Bokeh, la route des esclaves est parmi ces sites. Dans quelques instants, vous aurez tout ça en détail. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Guékédou, à l'instar des autres villes du pays, bénéficie de plusieurs kilomètres de bitume. C'est un financement du budget national de développement. 10 kilomètres sont actuellement en cours de revêtement. Guékédou est en chantier. Voici l'état d'avancement des travaux avec notre reporter Abdoulaye Diallo. Dans moins de 2 ans, les populations de la commune urbaine de Guékédou vont finir avec les nuages de poussière qui surplombent la ville. Grâce aux initiatives du chef de l'État, professeur Alpha Condé, cette préfecture bénéficie de 10 km 600 de routes bitumées. Actuellement, les travaux de fouilles, l'ouverture des caniveaux et les ouvrages de franchissement sont en cours d'exécution. Aujourd'hui, sur la route, on a fait un décaissement parce que c'était une route qui était très sale. Et on a cherché d'abord à nettoyer complètement, à purger toutes les parties, toutes les mauvaises latérites qui étaient là-dessus. Maintenant, on va examiner les carrières pour pouvoir venir avec la bonne latérite. Parce que c'est une ville pleine de bas-fonds. Donc ces bas-fonds qui ont besoin de traverser de routes doivent bénéficier des ouvrages. Dans certains quartiers, c'est la première fois que la route y pénètre. Pour les riverains, la réalisation de cette infrastructure leur permettra désormais de circuler librement avec leurs engins. Vraiment, ça nous fait un grand plaisir. Et quand même, pour toutes les jeunes de Guékédou et de quartier Djendeni, nous sommes très d'accord pour ça. Parce qu'on voit notre ville qui se commence à développer et changer. Nous sommes très d'accord sur ça. Il peut toujours y avoir des failles. Et ces failles, notre arrivée a fait qu'on a essayé de les corriger ensemble. Et le jour d'aujourd'hui, tout va à merveille. Et la population nous soutient. Et on souhaite ce soutien-là que ça continue pour toujours. Pour l'entreprise BGEC chargée d'exécuter les travaux, tous les moyens sont réunis pour respecter le délai contractuel qui est de 14 mois. C'est un financement du budget national de développement. Déjà à 12 mois de cela, les populations saluent la politique de décentralisation des autorités guinéennes. Les autorités de la Direction nationale des transports terrestres et syndicats des transporteurs ont animé récemment un grand forum de sensibilisation des conducteurs du pays. L'initiative vise à faire respecter les tarifs fixés après la baisse du prix du carburant dans notre pays. Fodé Camara. Récemment, le prix du carburant a baissé de 20% et par ricochet, le prix du transport urbain et interurbain. Ces tarifs négociés de commun accord entre les représentants des transporteurs et le gouvernement doivent être respectés sur toute l'étendue du territoire national. Tel est le principal message de cette campagne de sensibilisation managée par l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. La réunion a un motif très important. C'est d'abord pour expliquer aux usagers et aux transporteurs, c'est-à-dire les chauffeurs et consorts qui transportent les gens, qu'il faut respecter le tarif, qu'il faut éliminer le tronçonnement, qu'il faut accepter de transporter les gens au prix qui a été édicté. Parce que ce prix-là n'est pas fixé dans le vide comme ça, le prix est fixé à partir d'une réunion. Réunion qui regroupait le gouvernement, le syndicat et l'Union des transporteurs routiers de Guinée. Ils comprendront parce que tout le monde est obligé de comprendre. Celui qui veut respecter la loi doit accepter de comprendre. Parce qu'il faut respecter la loi. Dans notre pays, c'est ce qui manque. Ces propos sonnent la fin de la récréation. Sur l'Ambiche, par manque de panneaux de signalisation, les routes de la capitale sont muettes. Cette question était aussi en discussion au cours de cette rencontre. D'ores et déjà, une solution est envisagée. Nous avons essayé de faire un protocole avec les associations socio-professionnelles, unions et syndicats, dans le cadre du tronçonnement des différentes artères de la ville de Conakry. Je crois que ça c'est une bonne chose. Nous allons essayer, à partir du document que nous avons élaboré ensemble, pour mettre en place ces panneaux de signalisation qui peuvent permettre à chacun de nous de se repérer par rapport à la limite de chaque tronçon.
Au cours de cette rencontre, les responsables des transporteurs ont en langue nationale sensibilisé sur l'application scrupuleuse des nouveaux tarifs et ils ont brandi un dernier avertissement à ceux qui transgressent ce principe. Intéressons-nous à présent à l'environnement. À Mandiana, des sérieuses menaces pèsent sur le fleuve Sankarani. Ce cours d'eau est en ce moment victime d'une exploitation minière dans son lit, une pratique qui a occasionné la pollution de l'eau du fleuve et la disparition progressive des ressources halieutiques. Ces exploitants miniers sont pourtant munis de permis délivrés par le ministère des Mines et de la Géologie. Reportage Ansouman Toumani Kamara. Le fleuve Sankarani dans la préfecture de Mandiana est en ce moment sous le coup d'une exploitation minière. Une dizaine d'engins lourds pillent les ressources de cet affluent du fleuve Niger pour extraire de l'or. Une exploitation clandestine parce que notre présence a fait fuir ces machines. Au cours d'une réunion, le préfet de Mandiana nous a dit que ces exploitants miniers sont venus de Conakry avec un papier légal. Donc, il ne peut pas les empêcher de travailler. La pratique est pourtant interdite dans la région. D'abord, c'est vous qui me l'apprenez, mais de façon générale, je me suis élevé contre toute exploitation d'or et même de quelques minéraux que ce soit, même c'est du diamant dans les lits de nos fleuves. C'est une exploitation qui viole les principes même de la conservation de la nature telle que veut le gouvernement. Toutefois, les exploitants disposent de permis dits de dragage, même s'ils ont refusé de se prêter à nos questions. C'est l'équipe de la RTG. Ça, c'est une carte. Hors de mission, notez. C'est une carte que je ne parle pas de ça. Impuissants, ces citoyens de Dunukolo, depuis septembre dernier, assistent à ce spectacle de destruction organisée de ce cours d'eau qui a permis l'installation de l'un des plus vieux villages du Mandingue. L'eau polluée du fleuve devient maintenant du poison pour les animaux et les ressources halieutiques. La première menace pèse sur notre mare au Caïman qui est à 100 mètres du fleuve. Aussi, nous ne gagnons plus de poissons et nos animaux sont en train de mourir. Comme vous le constatez, je suis en ce moment au centre du lit du fleuve Sankarani. L'une des premières conséquences de cette exploitation minière et clandestine, c'est l'ensablement du fleuve. Mantoumani Kamara, restons toujours en Haute-Guinée où le ministre de la Coopération et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies ont visité les projets réalisés au compte du programme conjoint, un programme mis en place pour l'amélioration des capacités productives des jeunes et femmes dans la région de Kankan. Compte rendu, Moussa Komara. C'est la deuxième session du comité de pilotage 2014 du programme conjoint du système des Nations Unies pour la région administrative de Kankan. En ligne de mire, l'évaluation des activités réalisées et la définition d'autres orientations pour l'année en cours. Le contexte actuel de mise en œuvre du programme conjoint des Nations Unies pour la région de Kankan pose un certain nombre de défis. Et ces défis, il est important de les inscrire dans une nouvelle perspective pour plus de résultats. Il s'agira, dans un premier temps, de recentrer la place des femmes en tant qu'acteurs et bénéficiaires du programme, en faisant d'elles les porteuses de transformations sociales et économiques souhaitées, à commencer par le relèvement du taux d'analphabétisme. À cause de la pauvreté et de la vulnérabilité des jeunes et des femmes, la région administrative de Kankan a été choisie par le système des Nations Unies en août 2013. L'idéal était de sortir la localité du cercle vicieux de la pauvreté. Mais à cause de la crise sanitaire, la plupart des attentes n'ont pas été réalisées. Les autorités de la région apprécient les résultats déjà obtenus par le programme. Votre appui
en termes de renforcement des capacités dans les domaines de la prise en charge des malades, de la prévention et du contrôle de l'infection, de la surveillance épidémiologique et de la communication, ont permis à notre région d'atteindre des résultats très satisfaisants. Pour l'année 2015, les défis sont nombreux. Le ministre de la Coopération internationale promet de s'employer pour mettre en œuvre les conclusions des travaux de cette session. Le gouvernement, par ma voix, s'engage à prendre en considération les conclusions et les recommandations issues de vos travaux, dans le sens de la conduite, dans les meilleures conditions, de la mise en œuvre du programme au cours de l'exercice 2015. Au terme de cette journée de réflexion, le plan de travail 2015 a été signé. Des kits informatiques et écrans plats ont été offerts par la coordinatrice résidente du système des Nations Unies aux autorités locales pour leur permettre d'être plus efficaces. L'instance de coordination nationale pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida vient de tenir une assemblée générale pour valider la liste de ses nouveaux membres, une condition qui amènera dans les jours à venir la Guinée vers l'éligibilité pour l'obtention des fonds pour la lutte contre les 3 maladies. Explication Yaya Silla. Un nouveau bureau de 20 membres reprend la commande de l'instance nationale de coordination pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida en Guinée. Les 37 membres titulaires du CCM sortant ont validé à la majorité ce nouveau bureau. Le rapport a été validé sous des recommandations. Donc la commission doit réaliser ces recommandations et les nouveaux membres du bureau exécutif vont être maintenant mis en place et vont élire le nouveau bureau exécutif qui va continuer à gérer l'instance de coordination nationale de la lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que tous les TDR définis par justement le Fonds mondial soient respectés au niveau de notre pays pour que la Guinée profite à juste titre de sa quote-part finalement de ce fonds mondial qui est là pour nous aider à résoudre les problèmes qui sont liés à ces 3 maladies. Depuis plusieurs années, le Fonds mondial, partenaire financier de la Guinée dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, réclame le renouvellement de cette instance comme critère d'éligibilité pour acquérir les fonds du Fonds mondial. L'exigence de cette instance internationale est de procéder au renouvellement du bureau dans la transparence avec la participation de tous les secteurs et sous-secteurs concernés. Les étapes à venir, c'est de faire en sorte que cette instance de coordination nationale qui a tant eu des moments difficiles dans le passé, puisse maintenant s'envoler et prendre une certaine envergure internationale. Nous voulons que le CCM soit une instance respectée, admirée et crédible, tant au niveau des partenaires locaux qu'au regard du Fonds mondial qui, dans le passé, a eu des difficultés avec l'instance. Parallèlement, cette Assemblée générale a permis aussi de valider la sélection du nouveau récipiendaire principal de la subvention VIH du Fonds mondial. Et c'est PSI qui a été retenu après un dépouillement d'un appel d'offres ouvert. La kinésithérapie, une méthode pour aider les victimes d'accidents vasculaires cérébraux à retrouver les habitudes qu'elles avaient perdues, comme marcher convenablement. Et ce soir, nous vous conduisons à la découverte d'une équipe médicale qui s'investit dans ce domaine peu connu du grand public. Reportage Zeynab Bari. Chaque jour, Fatoumata Dabo fait le même exercice. Elle aide ses patients à remarcher, à reparler ou à retrouver des habitudes acquises dès l'enfance, mais perdues après un accident vasculaire cérébral. Elle exerce ce métier depuis une dizaine d'années, mais depuis un an, elle reçoit des malades dans un centre de rééducation aménagé au sein de l'hôpital sino-guinéen. Le premier contact avec le patient compte beaucoup pour Fatoumata et son équipe. Quand les malades viennent ici, les malades atteints d'AVC, d'abord on leur explique les conséquences de la maladie.
que maintenant vous êtes handicapé, mais il faut avoir le moral haut. Parce qu'il y a des malades qui sont désorientés. On cherche d'abord à les rassurer avant de faire le traitement. Superviseur commercial dans une entreprise de Conakry, Mohamed Keïta a eu son accident il y a un mois. Depuis, il passe ses nuits à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Aujourd'hui, il débute ses séances de rééducation avec l'équipe de Fatoumata Dabo. Comme beaucoup de Guinéens, il ignorait l'existence d'un service de kinésithérapie dans les hôpitaux. Après sa première séance, il espère un jour retrouver la mobilité de son côté droit. Cette première journée vraiment me donne du réconfort, quoi. Je me sens très réconforté. Je ressens vraiment retrouver un peu de la force. Mohamed Keïta reviendra très souvent dans ce cabinet. Son traitement doit durer 3 semaines, mais cet exercice peut prendre plusieurs mois en fonction de la gravité du handicap que présente chaque patient. Ici, le traitement se fait selon une méthode chinoise, comme l'explique Fatoumata. On commence d'abord par l'acupuncture. Ça, c'est une médecine chinoise traditionnelle. On a les petites aiguilles, on pose ça sur les points. On stimule pour pouvoir récupérer. En même temps, on fait le renforcement musculaire avec des petits exercices du membre malade. Fatoumata fait essentiellement la rééducation à l'hôpital, entourée de son équipe pour éviter tout accident qui pourrait survenir à domicile. Chaque jour, son équipe travaille avec 3 à 5 malades. Mal de dos, cheville en souffrance, rééducation du genou. Les masseurs kinésithérapeutes redonnent force et mobilité à leurs patients. Mais en Guinée et principalement dans cet hôpital, la plupart des cas enregistrés sont généralement des victimes d'AVC. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué du centre hospitalo-universitaire de Conakry. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire renforcé déclaré par le chef de l'État en rapport avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que des dispositions ont été prises afin d'interrompre définitivement la chaîne de transmission du virus. En ce qui concerne l'hôpital Ignace Dine, les mesures suivantes doivent être appliquées dès le mardi 7 avril 2015. 1. Tous les malades et leurs accompagnants doivent passer par une seule entrée appelée zone de tri et dépistage aménagée à cet effet avant de rencontrer les médecins et autres soignants. 2. Toutes les autres entrées sont fermées au public. 3. Les heures de visite pour la population sont fixées de 16 h à 18 h. 4. Aucun véhicule n'est admis dans l'enceinte de l'hôpital à part les ambulances. 5. Les véhicules du personnel de santé doivent être garés à l'extérieur le long des murs de l'hôpital sous le contrôle des vigiles. La direction de l'hôpital, en collaboration avec les partenaires, invite la population au respect strict de ces mesures qui visent à sécuriser l'hôpital afin que l'objectif zéro Ebola soit atteint dans les délais requis. La direction. À la fin de ce journal, vous suivrez également les actions de sensibilisation contre Ebola à Conakry et à l'intérieur du pays menées par les membres du gouvernement. Les droits des consommateurs célébrés en différé dans notre pays. L'ONG qui s'active dans la défense de cette cause a tenu une conférence à l'université René Lévesque de Conakry. Objectif, indiquer aux étudiants comment choisir des régimes alimentaires plus sains. Compte rendu, Djamo Kaba, Abdul Karim Kamara. Vers cette conférence, l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, UDCG, entend promouvoir les droits fondamentaux de tous les consommateurs. Elle dénonce les abus du marché et les injustices sociales. Les consommateurs occupent une place prépondérante dans l'économie du marché. Je pense que ceux qui font microéconomie est une question centrale qu'on se pose. Pour qui produit, quand produit, comment produit. Pour qui produit, c'est le consommateur.
Si vous, en termes clairs, vous ne pouvez pas répondre aux préoccupations des consommateurs, il va sans doute que votre industrie va se fermer. Face à cette situation, l'UDCG veut toucher la conscience collective. L'ONG indique que l'alimentation de mauvaise qualité représente le premier facteur de risque de décès. Les aliments malsains n'ont pas de frontières, ils ne connaissent aucun consommateur, ils tuent tout le monde. C'est ça qui fait que les maladies telles que l'obésité, les diabètes, les maladies cardiovasculaires créent assez de décès dans le monde. En Guinée, l'alimentation de rue prend des proportions inquiétantes. La consommation des aliments non protégés constitue des risques d'intoxication pour les consommateurs. Plus de 11 millions de décès liés à une mauvaise alimentation sont enregistrés chaque année dans le monde. Et puis cette session de formation organisée à l'intention des secrétaires de la CENI, au nombre de 27, ces dames ont été pendant 5 jours formées en technique de rédaction des documents administratifs. Nous y reviendrons avec Makeme Donzo dans nos prochaines éditions d'information. La descendance de Karamoko Alpha Molabé et les petits-fils de Thierno Aliou Boubandian ont organisé des prières et bénédictions à la mémoire de leurs ancêtres dans la région de Labé. C'était lors de la Ziara, une rencontre religieuse organisée pour implorer la grâce divine pour le renforcement de la cohésion sociale en Guinée. Reportage suivez. Ils sont des centaines à répondre à l'appel de la Tabala. Descendants de Karamoko Alpha Molabé et autres fidèles musulmans se sont donné rendez-vous ici pour commémorer la vie et l'œuvre de leurs illustres ancêtres. Figure emblématique du Fouta théocratique, il est l'un des apôtres de l'islam au Fouta Djallon et fondateur de la ville sainte de Labé. C'est la 3e ziara de Karamoko Alpha Molabé. Depuis quelques jours, nous sommes ici en train de demander au Tout-Puissant de réserver le bonheur éternel à cet illustre personnage et à sa descendance aussi. Donc la ziara, c'est ça, c'est faire des prières pour nos morts. Et en même temps, le programme qui a été élaboré et exécuté aura permis que des gens s'expriment sur le rôle important qu'a joué ce personnage-là dans l'islamisation de la région du Fouta Djallon. Chacun de s'inscrire dans cette trajectoire afin que l'Abbé, le Fouta et tout notre pays continuent de bénéficier des nobles idéaux de cet illustre personnage. 2 semaines auparavant, les petits-fils de Thierno Aliou Boubandian ont célébré la mémoire de ce grand homme. Un homme dont les vertus et la foi islamique avaient poussé Karamoko Alpha Molabé à lui confier la gestion de la mosquée centrale. Notre grand-père a toujours prôné un islam mobilisateur, un islam rassembleur, un islam modéré dans le strict respect de nos valeurs et traditions. La ziara ou retraite islamique a pour objectif de renforcer la cohésion sociale, encourager la tolérance et l'esprit de partage. Des principes chers à l'islam pour lesquels Karamoko Alpha Molabé et Thierno Aliou Boubandian se sont battus toute leur vie durant. Cet édifice bâti sur les ruines de la concession de Karamoko Alpha Molabé a pour sa réalisation coûté plus de 500 millions de francs guinéens. Inauguré, il va servir de lieu d'enseignement de la foi islamique. L'œuvre est de la fondation de Karamoko Alpha Molabé qui compte construire son siège. Au mausolée du Saint-Homme, des prières et bénédictions ont été faites à la mémoire de l'illustre disparu et pour la paix en Guinée. Algassimouba, restons toujours au Fouta Djallon pour parler de cette rencontre intervillageoise. Le projet est nouveau, il est initié par l'ONG Tostan avec l'appui de l'UNICEF et il vise à renforcer la protection sociale des enfants. Le lancement de ce projet a eu lieu récemment à Pita et couvre tout le pays. Reportage Falilou Diallo. Tout a commencé ici à Dar es Salaam où leaders communautaires réalisent que certaines attitudes et pratiques socioculturelles sont parfois défavorables au respect des droits des enfants. Tous les comités ont affirmé notamment que les extraits de naissance se prennent correctement au niveau de CR et que l'excision n'existe plus dans les villages
et que la violence faite aux enfants est complètement bannie dans leur village. Il n'y a plus de mariage précoce. Les mariages, c'est après 18 ans et plus. Après, Pita cap sur la baie dans la sous-préfecture de Sanoum, plus précisément à Gundupi. Même engouement dans ce village où les conseillers locaux pour enfants et familles tentent d'expliquer aux populations les nouvelles techniques liées à la protection de l'enfant. Nous avons vu que ces différents comités ont mené beaucoup d'activités dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. En matière de la scolarisation de tous les enfants en général et particulièrement de la jeune fille, en matière de lutte contre le mariage forcé, le mariage précoce, l'excision et l'enregistrement des naissances. Ce projet de Tostan intitulé Rencontre intervillageoise entend amener les leaders communautaires à prendre leurs responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de protection et de promotion des droits des enfants. La ligne que nous organisons aujourd'hui et celle que nous avons organisée à Pita la semaine passée s'inscrit dans le cadre de ce projet et vise comme objectif de permettre au CLEF et au CBPE de présenter les activités menées, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans le domaine de l'enregistrement des naissances, de l'excision, des mariages précoces et forcés. Cette livre devait également permettre à ces acteurs communautaires de se doter de plans d'action afin de mieux promouvoir et protéger les droits des enfants dans leur communauté. Ainsi, plus d'une centaine de leaders communautaires sont formés avec pour priorité échanger sur la situation de l'excision, du mariage forcé et de l'enregistrement des naissances, entre autres. Inauguration à Boké de 2 infrastructures au compte de la promotion de la culture et de la sauvegarde du patrimoine historique. Il s'agit de la route des esclaves restaurée et du centre artisanal financé à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Reportage à Boké, Abdelaziz Baldé. C'est l'une des infrastructures promises par le chef de l'État lors du 54e anniversaire célébré ici à Boké. Dans ce programme figurait la réhabilitation de cette ancienne route des esclaves et la mise en place d'un centre artisanal. Sur une distance de 380 mètres, cette route historique qui est située sur le long du littoral servait de passage des esclaves vers l'Occident. Aujourd'hui, sa réhabilitation suscite un immense espoir chez les populations. Aujourd'hui, si vraiment les populations prennent conscience de leur histoire et essayent vraiment de la valoriser, il est important qu'elles sachent que cette route de l'esclave aura un impact positif sur vraiment leur activité. Parce que comme vous le savez, le tourisme est une activité transversale. C'est un peu triste de parler du chemin de l'esclavage, mais c'est un chemin qui a été longtemps oublié. Aujourd'hui, on a eu la chance de rouvrir ce canal jusqu'au port Négré qui se situe à 380 mètres de la cellule là où sortaient les prisonniers ou les esclaves clandestins qu'on attachait. Et c'est un chemin qui suscite un engouement chez les Américains noirs du Brésil et surtout ceux de Salvador de Bahia. Après cet instant, place à l'inauguration du nouveau centre d'exposition artisanale. Un centre financé par le gouvernement guinéen à plus de 2 milliards de francs guinéens. Ces 2 infrastructures font partie désormais d'un circuit touristique que le département en charge du tourisme entend mettre en valeur. Pour ainsi pérenniser ces acquis, l'implication de tout un chacun est souhaitée. Après cet instant, place à l'inauguration du nouveau centre d'exposition artisanale. Un centre financé par le gouvernement guinéen à plus de 2 milliards de francs guinéens. Ces 2 infrastructures font partie désormais d'un circuit touristique que le département en charge du tourisme entend mettre en valeur. Pour ainsi pérenniser ces acquis, l'implication de tout un chacun est souhaitée. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour rappeler à tous que quels que soient les efforts financiers et matériels consentis pour la réhabilitation du fortin et la réalisation du centre d'exposition artisanale, leur entretien nécessitera de la part de tout un chacun un sens élevé de responsabilité, doublé d'un soutien résolu au développement du tourisme et de l'artisanat en Guinée. Nous avons pris toutes les dispositions. Bien entendu, ce bâtiment n'est pas encore équipé, mais qu'il soit vraiment entretenu. À Boké, 30% de la population évolue dans le secteur artisanal.
Ces différents promoteurs entendent pérenniser ces sites pour faire de Bokeh une vraie destination touristique en Guinée. La réhabilitation de la route des esclaves, reportage signé Abdelaziz Baldé, Falilou Diallo. Les universités guinéennes ouvrent la porte aux nouveaux étudiants. Les boursiers de l'État sont plus de 1500 cette année à l'université Kofi Annan. Ils ont été présentés à leurs aînés. Les premiers pas de ces nouveaux étudiants à l'université, suivis par Kerno Maroufba, Mohamed Lamine Kamara. Parmi les grandes universités privées de Guinée, l'université Kofi Annan compte aujourd'hui plus de 10 000 étudiants. Pour l'année universitaire 2014-2015, le nombre de boursiers de cette université a augmenté. Plus de 1500 nouveaux boursiers viennent de taper à la porte de Kofi Annan. Le souhait à tous est vraiment qu'ils s'adaptent à cette vie nouvelle, à cette vie différente, où ils seront beaucoup moins suivis, beaucoup moins encadrés que ça n'était le cas au lycée, et où les risques de dérive existent. Donc il est important pour nous de les accueillir. Pour ces nouveaux étudiants, le choix de cette université vient d'une décision personnelle. J'ai choisi l'université Kofi Annan parce que c'est la meilleure université de la sous-région. Et pareil, certains disent qu'à Kofi Annan, il n'y a pas le sérieux, il y a l'ambiance, parce qu'il y a beaucoup des enfants, des riches ici. Mais quand moi je suis venu, j'ai réellement ressenti l'envie de bien étudier, parce que les professeurs ils s'en donnent vraiment. L'université Kofi Annan, il y a du succès, il y a les études, il y a le courage et puis du sérieux. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour ces étudiants de passer les messages de sensibilisation sur le virus Ebola à travers des sketchs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite des programmes. Et quant à moi, je vous retrouve juste après pour d'autres informations. Merci.